Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Île-de-France. Aujourd'hui, je vous propose une édition spéciale pour découvrir les plus beaux châteaux et domaines de l'Île-de-France à visiter tout au long de l'été. Tout de suite, le sommaire. Visite guidée du château d'Écouen et de ses joyaux de la Renaissance. Retour en images à l'époque d'Anne de Montmorency. Le château de Versailles et la magie de ses grandes eaux, c'est jusqu'en octobre. Une occasion de reparler du métier unique de fontainier. Préparer la visite du musée national du château de Malmaison depuis son téléphone, c'est possible. Une visite virtuelle à 360 degrés et cette demeure n'aura plus de secret pour vous. Adossé à la falaise de Crais depuis le Moyen-Âge, situé en contrebas des versants du plateau du Vexin, nous visiterons l'imposant château de la Roche-Guyon. Un été festif avec la saison culturelle du domaine de Chamarande, un immense jardin public où s'organisent des séances de cinéma, des spectacles et des concerts en plein air. Et nous terminerons cette édition par 2 propositions d'exposition à voir également pendant l'été. On commence notre tour de l'Île-de-France par le Val d'Oise à la visite du château d'Écouen. Datant du XVIe siècle, il abrite le musée national de la Renaissance depuis 1977. Le musée est sous la tutelle du ministère de la Culture et l'édifice appartient à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Des générations d'artistes célèbres se sont succédés au fil des siècles pour faire du château d'Écouen un imposant monument. Visite guidée avec Philippe Pémal de VOTV. Situé sur une butte surplombant la plaine de France, le château d'Écouen est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture de la Renaissance. Et pour le visiter, pas besoin d'aller sur les bords de la Loire, car il se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Construit entre 1538 et 1555, il sera la propriété de l'un des personnages les plus puissants et les plus riches du XVIe siècle, Anne de Montmorency. Anne est à l'époque un prénom porté autant par les hommes que par les femmes. Lui le porte en hommage à sa marraine, la reine Anne de Bretagne. Connétable de France, chef des armées de François Ier puis de Henri II, Anne de Montmorency va posséder jusqu'à 130 châteaux et 600 domaines. Inspiré par les palais italiens, il va mettre son immense fortune au service de son château. Le château d'Écouen, à l'origine, était un tout petit peu différent, puisque vous devez penser qu'au sol, il y avait une cour pavée de marbre noir et blanc. Les fenêtres n'étaient pas les vitres que vous voyez aujourd'hui, mais c'était des vitraux. Et vous aviez de ce côté-ci, qui correspond à l'aile est, un étage supplémentaire qui sera détruit au XVIIIe siècle. Pour bâtir son château, Anne de Montmorency va faire appel aux plus grands artistes de l'époque, dans tous les domaines. Cette volonté de luxe attire le roi Henri II, successeur de François Ier, qui en fera son lieu de villégiature favori, jusqu'à avoir une aile du château réservée à son usage. C'est aussi lui qui offrira à Anne de Montmorency 2 marbres de Michel-Ange pour orner l'une des façades de la cour. Les statues d'aujourd'hui sont des moulages, les originaux sont au Louvre. Du décor d'origine de l'intérieur du château, il reste des pavés en émail, des moulures, des cheminées peintes ainsi qu'une chapelle. Dans cette chapelle, au plafond, nous avons toute l'emblématique d'Anne de Montmorency avec son blason fait d'alérions bleus sur un fond doré. Mais vous remarquez que nous avons aussi des épées qui montrent qu'il était chef des armées du roi, c'est-à-dire connétable. Et par cette charge, Anne de Montmorency avait le privilège de pouvoir porter l'épée du roi dans des cérémonies importantes. À l'origine, elle n'était pas comme ça du tout. Par contre, la pièce qui était là à l'origine, c'est la copie de la scène de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci avait peint une scène pour le couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Nous avons ici une copie qui date de 1506 et qui était là à l'époque d'Anne de Montmorency. C'est un des châteaux les plus modernes de la Renaissance française. Mais on l'ignore parce qu'il est resté maison d'éducation de jeunes filles pendant 150 ans, au moment où se forgeait ce qu'on croit connaître de la Renaissance, les châteaux de Blois, Chambord, Annette, etc. Écouen était fermé au public, fermé aux historiens, on n'en parlait pas. Et c'est seulement depuis à peine 30 ans que l'on peut y accéder, mais qu'il est encore trop peu cité dans les guides, trop peu cité dans les ouvrages de référence.
c'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire évoluer. Ça prend de l'énergie, ça prend de la passion, ça prend aussi du temps. Abandonné par la famille des Condé qui ne s'en occupe guère, le château devient en 1805, sur ordre de Napoléon, une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'honneur qui l'occuperont jusqu'en 1962. Il est alors cédé au ministère de la Culture qui le transforme en musée de la Renaissance. Après de gros travaux, le musée ouvre en 1977. Il contient de nombreux joyaux de cette période, comme cette nef dite de Charles Quint. Il n'en existe que 3 exemplaires, dont une exposée au British Museum. Cet objet est en fait un objet qui a été fait pour être offert en cadeau diplomatique. Le but, c'était de montrer à quel point les orfèvres européens étaient capables de faire des choses extraordinaires. Celle-ci a été fabriquée en Allemagne. C'est une nef dont les personnages sont en fait des automates. Elle donne l'heure, elle fait de la musique, elle avance et elle tire au canon. Seul musée entièrement consacré à la Renaissance, le château d'Écouen rassemble des collections d'objets qui permettent de retracer l'histoire de l'art pendant cette période exceptionnelle. Tous les domaines artistiques de cette époque y sont représentés. On y trouve du mobilier, de la faïence, des pièces d'orfèvrerie, des tapisseries, le tout dans un état de conservation remarquable. On est ici devant la fameuse Daphné, qui est, vous le savez, un petit peu la mascotte du château d'Écouen. Cette Daphné est en argent, doré, et vous remarquez que vous avez au-dessus des branches de corail. Ce qu'il a de particulier, c'est vraiment essentiellement ce magnifique corail qui représente les branches de l'arbre, du laurier, parce que le corail, c'était considéré par les gens de la Renaissance comme une matière un petit peu extraordinaire, un petit peu magique, mi-minérale, mi-végétale. Et c'est en plus un matériau qui est excessivement rare puisqu'il fallait aller le chercher dans des mers lointaines. Le musée recèle d'autres trésors exceptionnels de la Renaissance. Plus d'une trentaine de salles d'exposition vous attendent pour vous les faire découvrir. Mais le château d'Écouen n'est pas qu'un musée, c'est un ensemble unique. Situé au cœur d'un parc de 17 hectares, c'est un lieu que l'on visite autant pour l'histoire et l'architecture de son château que pour les collections présentées. Un lieu de balade idéal pour découvrir toutes les richesses de l'une des périodes les plus créatrices de notre histoire, la Renaissance. On continue dans les Yvelines avec le château de Versailles, ses jardins et ses grandes eaux musicales. Tous les samedis et dimanches jusqu'en octobre, faites un beau voyage en musique baroque au temps de Louis XIV à travers les bosquets et les bassins. Tout un circuit de pompes et de canalisation d'eau, une occasion de redécouvrir un métier unique en France, celui de fontainier. Le tour des fontaines avec Catherine Zulato de TV Fil 78. Il apparaît derrière un arbre, tenant en ses mains une drôle de clé. Il tourne. L'heure de la remise en eau des bassins du château de Versailles a sonné. Gilles Bultez est chef fontainier au château. Fontainier, ne cherchez pas, cela n'existe plus, uniquement ici, à Versailles, où le temps royal a suspendu l'évolution. En France, les fontainiers sur des réseaux hydrauliques historiques, ça n'existe plus. Vous allez dans d'autres sites, vous allez trouver des jardiniers qui entretiennent le réseau comme ils peuvent. C'est qu'à Versailles qu'on a ce métier-là, c'est un métier unique. Une cinquantaine de fontaines remises en eau et en musique tous les samedis et dimanches, ainsi que le voulait le roi Soleil. 14 bosquets et 32 bassins en action, comme ce géant de la fontaine de Lancelade, évoquant la chute des Titans. Ici, tout se compte en démesure. 35 km de canalisation, dont 80% sont toujours de l'époque royale. Chaque week-end, ce sont 12 millions de litres d'eau utilisés grâce à un circuit presque fermé. Tout ça fonctionne parfaitement avec des réservoirs souterrains qui collectent les eaux qui ont joué et ensuite qui les redistribuent sur l'ensemble des fontaines. Donc c'est un nœud de canalisation, c'est un circuit qui fait converger les eaux qui jouent et ensuite qui arrivent au niveau du Grand Canal. Et c'est au niveau du Grand Canal qu'on remonte les eaux avec une pompe pour re-remplir les réservoirs principaux qui se situent plus haut.
tous les bassins sont commandés par leurs prédécesseurs. C'est cet agencement qui a été réfléchi et qui a été préservé au fur et à mesure des siècles, qui est totalement étonnant et qui a perduré. Et les anciens ont su préserver ce patrimoine. Et donc notre devoir, c'est aussi de léguer cet héritage. Et c'est pas une mince affaire. Retrouver l'esprit de Louis XIV, c'est ainsi possible tous les samedis et dimanches jusqu'à la fin du mois d'octobre. Direction les Hauts-de-Seine pour tester les applications du Musée national du château de Malmaison. Pour bien préparer votre visite de la demeure historique de Joséphine et Napoléon Bonaparte, il vous suffit de télécharger la visite virtuelle à 360 degrés et la collection des costumes. Audio guide, galerie photo, infos pratiques, actu des expos, une visite intégrale qui vous sera d'une grande aide également sur place. Explications avec Sarah Boutin et Florian Jubin de Roy TV. Cette application iPad et iPhone est un moyen pour le musée d'améliorer l'accès aux collections et notamment au premier étage et au second étage de la salle des Atours pour les publics à mobilité réduite, puisque le musée ne pourra pas être doté d'ascenseur. Nous avons des plafonds ornés, et donc pour des personnes qui auraient des problèmes de mobilité, notamment au niveau de la nuque, là sans effort, vous pouvez voir les plafonds. Si le cœur du projet était vraiment d'améliorer l'accès aux personnes en situation de handicap, c'est aussi vraiment un moyen d'accessibilité aux collections pour tous. C'est à la fois un souvenir de la visite pour ceux qui seraient venus, l'auraient téléchargé sur place ou en amont. Pour d'autres, ça peut donner vraiment l'envie de venir. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil de l'application. Pour entrer dans l'application, vous appuyez sur Napoléon et son cheval. Nous sommes dans la cour d'honneur du château. Donc là, avec la fonction gyroscope, c'est vous qui choisissez l'orientation avec la tablette elle-même. Vous pouvez la bloquer. Dans ce cas-là, vous choisissez l'orientation avec le doigt. Pour entrer dans le château et pour se déplacer, deux possibilités. En appuyant sur les flèches. Là, vous entrez donc par la tente, l'accès public. Soit les plans. Vous avez le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième. Vous appuyez sur le plan pour l'agrandir. Vous appuyez sur le nom de la salle pour y pénétrer. Là, nous sommes arrivés dans le vestibule. Et vous refermez le plan comme ceci. C'est-à-dire que nous avons une vision panoramique à 360 degrés. Donc par mon propre mouvement et le mouvement de l'iPad, la vue se déplace en fonction de mon orientation dans la pièce. Possibilité d'un zoom, donc de l'effet de s'approcher de l'œuvre, d'ouvrir un cartel, comme si on regardait le cartel de l'œuvre. Pour les chefs-d'œuvre de Malmaison et les œuvres les plus importantes, nous avons développé également une notice d'œuvre, ainsi qu'un commentaire historique sur chacune des salles. L'application va être développée sur la plateforme Android également pour être accessible des smartphones et des tablettes. Ensuite, nous aurons une seconde application concernant la collection de costumes de Malmaison, puisque c'est une collection très plébiscitée par le public, exposée au deuxième étage proche de la salle des Atours pour des questions historiques et également muséographiques, donc inaccessible au public à mobilité réduite, voilà, qui n'a pas quelque part la chance de pouvoir voir les robes de l'impératrice. Et le dispositif sera vraiment complet quand on aura mis en place, début 2012, un dispositif de prêt d'iPad aux personnes à mobilité réduite, puisque tout le monde n'est pas encore forcément doté de son matériel. Et cela sera complété aussi par un accès Wi-Fi, pour que là, par contre, les gens qui disposeraient de leur propre support mobile puissent télécharger les applications. On repart dans le Val d'Oise, dans la commune de La Roche-Guyon, réputée pour son château. Propriété des La Rochefoucauld, dominée par un donjon médiéval, le lieu est classé parmi les plus beaux villages de France. Au XIXe siècle, cet imposant château est devenu un centre de villégiature et a vu défiler de nombreuses célébrités des arts et des lettres. Visite guidée avec Philippe Pémal de VOTV. Situé sur la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie, le château de La Roche-Guyon domine la vallée de la Seine
et veille sur le royaume de France depuis plus de 1000 ans. Suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi de France, un premier château troglodyte est construit pour protéger l'île de France et l'accès à Paris. Pour compléter le système de défense et renforcer la frontière, un immense donjon est construit à la fin du XIIe siècle. Pour le relier au château, on creuse dans la falaise de Cray un escalier monumental de plus de 200 marches. Il est très difficile à monter parce que les marches sont taillées dans la craie, donc elles sont évidemment glissantes en cas d'intempérie, le bord est irrégulier et elles sont de taille irrégulière, c'est-à-dire qu'elles sont très hautes de toute façon, mais certaines encore plus hautes que d'autres. Cet escalier tourne au cœur de la falaise, on l'appelait parfois d'ailleurs le serpent. Il est donc extrêmement protecteur. Pour accéder à ce donjon construit vers 1180, il faisait au départ 36 mètres. Donc il manque 2 niveaux plus une échauguette qui était à l'intérieur de la tour Crénelé, enfin du haut Crénelé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à la Révolution française, on ne voulait plus de nobles, on ne voulait plus de pouvoir dominant, etc. Donc on voyait, à juste titre d'ailleurs, dans le donjon un symbole de la puissance du Seigneur. Donc on a commencé à démolir les donjons un peu partout, dont celui de la Roche-Guyon. On faisait tomber les pierres dans les fossés, qui étaient d'ailleurs ramassées par les gens du village. Donc il y a quelques pierres du donjon dans les maisons les plus anciennes de la Roche-Guyon. Et puis on s'est arrêté en chemin, parce qu'on avait un peu autre chose à faire et puis qu'il était très solide. C'est pour ça qu'il nous en reste encore un bon morceau pour contempler le paysage. Avant qu'on ne détruise son donjon, le château va subir de nombreuses transformations. Au XIIIe siècle, le château troglodyte laisse la place à d'imposantes fortifications médiévales. Mais c'est au XVIIIe siècle, avec le duc Alexandre de la Rochefoucauld, que le château prend sa forme actuelle. Exilé par le roi Louis XV, qui le soupçonne d'une cabale contre sa maîtresse, il est condamné à rester sur ses terres. Assigné à résidence, il met ce temps à profit pour transformer le château médiéval en résidence somptueuse. Sa fille aînée, la duchesse d'Anville, l'accompagne dans son exil. Elle va faire du château un lieu de réflexion et de mise en pratique de l'esprit des Lumières et des physiocrates. Ils ont été malgré tout des pionniers dans l'esprit libéral de ces physiocrates, proches de Turgot par exemple, l'intendant des finances, qui va séjourner à plusieurs reprises au château et qui avait un précepte qui était le suivant: il vaut mieux donner du travail aux gens que leur faire l'aumône. Qui reste très vrai à notre époque. Et Madame d'Anville, donc née la Rochefoucauld, va essayer d'appliquer ce précepte dans son domaine en faisant travailler les gens du village, en créant par exemple une filature, une briqueterie, en cultivant la pomme de terre pour faire du pain de pomme de terre les années de disette, en instruisant les enfants, en les vaccinant contre la variole, etc. Donc vraiment à l'avant-garde d'un esprit très humaniste, très ouvert, cet esprit des Lumières tout simplement. La duchesse d'Anville s'occupe aussi des aménagements intérieurs et extérieurs du château. Elle commande à la Manufacture royale des Gobelins 4 tapisseries racontant l'histoire d'Esther, jeune orpheline juive qui devient reine de Perse. Vendues en 1987, ces tapisseries classées monuments historiques seront rachetées et de nouveau exposées en 2001. À l'extérieur, la duchesse crée un magnifique parc à l'anglaise qui serpente le long de la falaise pour finir sur le plateau. Laissé à l'abandon, il en subsiste quelques traces. Elle s'occupe aussi de l'aménagement d'un immense jardin à la française, au pied du château. On y plante plus de 600 arbres fruitiers répartis sur 3 hectares. Abandonné au milieu du XXe siècle, un nouveau jardin est créé en 2004, suivant les plans d'origine du XVIIIe siècle. Et comme à l'époque, on vend ce que l'on produit. Ça fait vraiment partie de l'histoire du château. Donc naturellement, on s'est mis à vendre dans un premier temps les fruits et légumes et après les fruits et légumes transformés. Essentiellement des confitures avec les pommes et les poires du jardin et également des jus de fruits, donc des jus de pommes, des jus de poires, un nectar de poire également. On fait de la soupe avec les courges et depuis très peu de temps, on vend également des produits qui sont issus du Vexin français. Donc à la boutique, vous trouvez de l'huile, de la moutarde, qui sont des produits bio et des produits labellisés pour la plupart. En 1944, la guerre rattrape le château. Commandant en chef des forces de l'Atlantique, le maréchal Rommel s'y installe. Les Allemands occupent la Roche-Guyon et comme des siècles plus tôt, on creuse dans la falaise des cavités pour y stocker des munitions. On a eu ici la présence du fameux maréchal Erwin von Rommel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le fameux renard du désert.
Et Rommel avait choisi La Roche-Guyon puisque c'était l'idéal, c'était juste à côté de la Normandie et c'était pas très très loin de Paris, c'était pas très très loin de Saint-Germain-en-Laye, donc voilà, c'était pas très loin de la Haute-Commandant de Tours et c'était finalement un bon compromis. Et puis en plus, avec la falaise ici, on peut installer des postes de DCA évidemment pour tirer sur les Alliés. Donc voilà pourquoi La Roche-Guyon a été choisie comme lieu, comme quartier général donc, du maréchal Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale. Lieu d'échange et d'idées, le château accueille aujourd'hui, comme il le faisait il y a 200 ans, des artistes qui s'inspirent des lieux pour créer. Leurs œuvres sont exposées dans les salles ou à l'extérieur du château. Cette demeure chargée d'histoire inspirera aussi le dessinateur Edgar P. Jacobs. Il en fait le centre d'une des aventures des célèbres détectives Black et Mortimer, le piège diabolique. Aujourd'hui comme hier, le château de La Roche-Guyon reste un lieu vivant. En mêlant culture, idées nouvelles et histoire, il renoue avec cette utopie héritée du siècle des Lumières et de la duchesse d'Anville, l'idée que le savoir et la raison rendent les hommes plus libres et heureux. Direction les Yvelines avec la saison culturelle d'été du domaine de Chamarande. Cet immense jardin public ouvre ses portes gratuitement pour 4 mois et demi de festivités et de culture. Au programme, séances de cinéma à la Belle Étoile, exposition d'œuvres contemporaines, spectacles et concerts en plein air. Cette année, la thématique évolue autour de l'écologie. Marion Imbert et Marine Orecchini de Télé Essonne nous en disent plus. Un écrin de verdure de 98 hectares, le plus grand jardin public de l'Essonne, labellisé Jardin Remarquable, a ouvert ses portes hier. Le site de Chamarande est plus qu'un lieu familial et reposant, il intègre un aspect artistique et propose aux Essonniens de tisser des passerelles entre art contemporain et écologie. Je pense que c'est vraiment fondamental pour les générations futures et pour l'avenir de la planète. C'est une très très belle initiative. Le développement durable est donc le point central d'une politique engagée il y a 3 ans par le Conseil général en collaboration avec l'association Coal. Quelques 40 arbres morts sont coupés chaque année. Le bois est réinvesti sur place par des artistes engagés dans la construction d'œuvres contemporaines. On est très content de lancer, on va dire, un peu l'évolution de ce projet autour de art contemporain et développement durable, qui fait une magnifique synthèse entre le jardin, le regard que peuvent en amener des artistes plastiques, contemporains, et puis la liaison avec un plan de gestion différencié, donc toute la gestion écologique sur un site comme celui-là. La programmation est en harmonie avec la nature. Les activités proposées jusqu'à fin septembre seront ouvertes sur l'extérieur, entre danse contemporaine, cirque du soleil et art de la rue. Pour les noctambules du 2 juin, 1 millier de flammes envahiront les jardins et le plan d'eau. Le site invite les promeneurs dans une atmosphère magique et féerique. Une idée de sortie dans les Yvelines jusqu'au 9 septembre. Le château de Versailles présente l'exposition Splendeur de la peinture sur porcelaine. Cette exposition est consacrée à un peintre du XVIIIe siècle, un des plus doués de la manufacture royale de porcelaine. Il s'agit de Charles-Nicolas Daudin. Beaucoup de ses œuvres ont figuré dans les plus grandes collections d'œuvres d'art. C'est un reportage de Johanna Soudry de TV Fil 78. C'est la première fois que l'artiste Charles-Nicolas Daudin fait l'objet d'une exposition. Le talent de ce peintre de la manufacture de porcelaine de Vincennes-Sèvres a séduit Marie-Laure de Rochebrune, commissaire de l'exposition au château de Versailles. Charles-Nicolas Daudin est avant tout un Versaillais. Il est né tout près du château en 1734. Il ne se destinait pas du tout à la peinture de porcelaine puisqu'il a étudié le génie militaire et il est rentré sans doute un peu par hasard à la manufacture royale de porcelaine de Vincennes en 1754. La manufacture, alors basée à Vincennes, sera transférée 2 ans plus tard à Sèvres. Daudin y exercera son métier de peintre pendant 50 ans en décorant vases, pièces de service ou encore plaques de porcelaine. Il y a des supports tout à fait plans, comme les plaques de porcelaine. Il y a des supports, au contraire, avec des lignes très courbées, très cambrées, certains vases notamment. Et c'était un véritable exploit de peindre sur ces surfaces contournées. Parmi l'œuvre de Daudin, des vases ayant appartenu aux rois Louis XV et Louis XVI, aujourd'hui conservés par la reine d'Angleterre. À noter également des pièces à décor chinois, réalisées essentiellement pour Madame de Pompadour et Louis XV. Dans un premier regard, on pourrait penser que c'est une exposition classique. Or, je pense que c'est une exposition très nouvelle, en ce sens qu'elle maintient la relation avec la tradition française, l'art de vivre, le goût français.
Un style français admiré dans le prolongement de la visite classique des grands appartements jusqu'au 9 septembre. Une autre idée de sortie dans le Val d'Oise cette fois jusqu'au 23 décembre. Le musée Arkea de Louvre aborde l'archéologie sous toutes ses références avec l'exposition Silence, on fouille. À travers le cinéma, la bande dessinée, la télévision et les romans, entre clichés et réalité, toutes ces représentations attestent de l'évolution de l'archéologie. On écoute Cécile Sauvage, la directrice du musée, au micro de Christophe Aubry de VOTV. On a souhaité, par cette exposition, aborder la représentation de l'archéologue dans la fiction, puisque tout simplement, c'est les images, ça fait partie des images qu'on a communément en tête quand on pense à l'archéologie. L'exposition est faite à partir de sources très variées. On a présenté à la fois, bien sûr, des objets qui sont directement liés à la fiction, des affiches de films, des photographies de tournage, des bandes dessinées, puisque là aussi c'est un média qui a beaucoup véhiculé l'image de l'archéologue. Et on a aussi comparé avec des objets archéologiques réels, le chaudron de Gundelsrup par exemple, des amulettes égyptiennes ou encore une représentation du démon Pazuzu qui nous est prêté par le musée du Louvre. Un démon qui est souvent représenté dans les œuvres du premier millénaire avant Jésus-Christ et qui est aussi repris dans la fiction pour véhiculer l'image d'un archéologue qui est plutôt un archéologue menaçant, dangereux. C'est le cas dans le film L'Exorciste. Le propos de l'exposition, c'est de partir de ces représentations, de montrer quelles sont leurs diverses formes et ensuite d'interroger ces représentations, de voir quels sous-entendus elles véhiculent sur l'archéologie. L'archéologie fascine tout un chacun. Je pense que voilà, on a tous enfants voulu être archéologues avec en tête des images d'une archéologie qui permet d'aller à l'étranger, qui permet de découvrir, de faire des découvertes que personne n'a réalisées. Et je pense que c'est pour cette raison que l'archéologie est souvent utilisée dans la fiction. Parce que l'archéologie, c'est le métier idéal pour le héros aventurier. Et c'est assez facile, en tout cas pour faire un film de divertissement, de parler d'archéologie. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour cette saison. Vous pouvez revoir cette édition et les précédentes sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Les rédactions des télévisions locales d'Île-de-France se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel été.